Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Nous entamons une série de débats sur les législatives en Poitou-Charentes sur Internet. Premier d'entre eux, il concerne la 4e circonscription de la Vienne. Voici nos invités. On commence par Véronique Massonneau. Bonjour, vous êtes la députée sortante. Alors en 2012, quand je vous avais reçu, vous partiez sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts, puis maintenant écologiste. Et aujourd'hui, Parti Socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en 5 ans? Pas Parti Socialiste, soutenu par le Parti Socialiste. Par le Parti Socialiste, ce qui était déjà la même chose en 2012, puisqu'il y avait eu un accord entre Europe Écologie Les Verts et les socialistes, et donc je continue exactement. Pas tout à fait la même chose. Entre 2012 et 2017, la situation n'est plus la même. Non, elle n'est plus la même, mais bon, je reste fidèle à mes engagements et à mes valeurs et à mon suppléant, et donc je continue avec... Va pour 2012. 2017, justement, Véronique de Massonneau. On a beaucoup parlé de vous comme possible candidate d'En Marche. Oui. Ça s'est fait, ça s'est pas fait. Il y a eu des oui, des non. Expliquez-nous un petit peu, éclairez notre lanterne. J'ai été sollicitée il y a quelques mois par Philippe Chadéron, qui était le responsable départemental du mouvement En Marche, pour les rejoindre. À l'époque, c'était bien, il y a plus de 3-4 mois, en fait, parce que c'était encore la primaire des socialistes. Et lors du premier tour de la primaire, j'avais soutenu François de Rugy, qui était mon candidat. Et vous ne faisiez plus partie du mouvement d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez rejoint un mouvement qui s'appelait le Parti des écologistes. Voilà. C'est un peu compliqué, je le conçois, mais je suis écologiste fondamentalement. Voilà. Et donc, c'est Benoît Hamon qui a gagné cette primaire. Et il y avait un engagement à ce moment-là, c'est de soutenir le candidat qui sortait de la primaire. Et donc, moi, j'ai tenu mon engagement et j'ai voté Benoît Hamon au premier tour des présidentielles. Et ensuite, j'ai voté Emmanuel Macron au deuxième tour des présidentielles, au vu évidemment du score de Marine Le Pen, notamment sur la circonscription. Et je voulais évidemment que Mais vous vous êtes beaucoup rapproché d'Emmanuel Macron, puisque effectivement, vous étiez à Paris cette semaine, justement. J'étais à Paris à la mutualité. À la mutualité, tout à fait. Ça ne s'est pas fait parce que votre suppléant n'était pas compatible? Non, on m'a demandé, mais bon, on m'a dit effectivement mon suppléant était trop de gauche. Ça, je ne supporte pas qu'on me dise des choses comme ça. J'aime garder aussi ma liberté de parlementaire. Je pense que l'initiative parlementaire est très importante et que nous devons le défendre. Et j'espère que tout le monde le fera. Et que faire partie d'une majorité, ça peut être dans plusieurs groupes. Ce qui se passait sur le mandat précédent, même s'il y a eu de la cacophonie, ça permet malgré tout de colorer les textes que nous défendons. Je pose une dernière question d'introduction. Est-ce que vous attendiez un tel dégagisme? C'est le mot qui va ressortir en 2017. Non, mais je pense qu'il y a un ras-le-bol de nos concitoyens. Il faut prendre en compte, en fait, ces résultats. Ils disent quelque chose. Je crois qu'on en parlera dans le débat. Il faut absolument devenir des élus, d'abord, qui ne cumulent pas les mandats, qui sont auprès de leurs électeurs, pas que de leurs électeurs, d'ailleurs, des habitants de leur circonscription, parce qu'ils ont besoin de cette proximité. Ce sont des gens qui se sentent abandonnés. Et même si ce n'est qu'un sentiment, il faut répondre à leurs demandes et être au plus proche d'eux. Alain Verdun, vous êtes le seul homme sur ce plateau, oui. Je ne me compte pas, secrétaire départemental du Front National de la Vienne, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine pour la Vienne, et vous êtes candidat aux législatives donc dans cette 4e circonscription avec la bannière Front National ou Rassemblement Bleu Marine. C'est la bannière Front National. Bon, vous, la bannière, vous l'affichez et vous en êtes fier. Absolument. Est-ce que vous êtes déçu alors, juste un mot par rapport à la présidentielle, du score de Marine Le Pen au deuxième tour? D'ailleurs, au premier, parce qu'on l'a beaucoup d'instituts de sondage la voyaient effectivement en premier. Vous savez, en politique, il y a des sursauts. Et ça, on sait très bien que ça ne se passe pas comme parfois on voudrait que ça se passe. Mais concernant notre parti politique, concernant Marine Le Pen et son parcours, qui a fait un parcours brillant tout au long de la campagne, eh bien, on est quand même satisfait d'abord d'un score, puisqu'on a quand même pratiquement 11 millions d'électeurs qui nous ont suivis, ce qui conforte notre électorat d'il y a quelques années. Donc on a, par rapport évidemment à un Front National d'il y a quelques années, on a quand même augmenté de plus de 4 millions de voix. Alors donc c'est quand même prometteur, voilà, pour notre mouvement. Et après, on verra par la suite comment que ça va se passer. Alors au-delà des voix des électeurs, il faut aussi parfois concrétiser. Ça n'a pas été le cas pour cette élection présidentielle. Est-ce que vous jugez, alors là c'est le militant à qui je m'adresse, est-ce que vous jugez que le programme économique de Marine Le Pen n'a pas été assez clair ou suffisamment flou pour effrayer plusieurs franges de l'électorat? Le programme de Marine Le Pen était tout à fait clair, mais je pense que, évidemment,
tout n'a peut-être Je pas... parlais de l'euro, bien sûr. Tout n'a pas été peut-être lu au travers de cet euro, parce que concernant l'euro, ça a été expliqué d'une certaine manière, mais peut-être qu'il aurait fallu l'expliquer d'une autre manière, mais toujours... Avouez qu'on a été un peu déstabilisé, non? Non, pas du tout. Je pense que quand on prend les tenants et les aboutissants de cette monnaie que nous avons, d'abord, qui nous plombe un petit peu l'économie, on a bien vu d'ailleurs, elle a bien expliqué, Marine Le Pen, que lorsque l'euro est arrivé évidemment dans les porte-monnaies, eh bien il y a eu beaucoup de défections, beaucoup de pertes de pouvoir d'achat lorsque l'euro a été mis en place. Alors ça a été la continuité de telle façon pour pouvoir retrouver une monnaie, c'est notre action, c'est l'action de Marine Le Pen, évidemment, de retrouver une autre monnaie qui puisse être dans la balance commerciale, alors, mais ça ne marche pas pour l'instant. Une question concernant les derniers événements politiques. Marion Maréchal Le Pen a dit qu'elle arrêtait la politique, en tous les cas provisoirement. Marine Le Pen donnera sa réponse lundi. Est-ce que c'est la plus belle des manières pour commencer une élection législative? Non, non, pas du tout. Je pense, concernant Marion Maréchal Le Pen, là je suis bien placé pour le savoir, en tant que responsable, c'est que c'est simplement une affaire personnelle. C'est simplement un départ personnel. Pas de crise au sein du Front National? Pas du tout. Il n'y a aucune crise au Front National. Donc, Marion Maréchal Le Pen, disons, fait une pause. Elle fait une pause politique, de par sa famille. Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle des éléments de langage. Oui, mais, non, mais c'est... je vous l'assure, oui. Je vous l'assure que... Vous y croyez, vous, totalement? Ah oui, c'est-à-dire que je suis près du staff, donc j'ai quand même quelques renseignements. Alors, si on me disait des conneries, je ne sais pas si vraiment ce serait quand même assez... Vous nous le diriez sur le plateau? Oui, non, mais de toute façon, s'il y avait quelque chose d'autre, je pense que j'aurais dit quelque chose, certainement. Clarisse Pereira, bonjour. Vous êtes syndicaliste CGT depuis 2013, c'est cela? C'est ça. Ancienne ouvrière de chez Magneti Marelli, mais vous avez eu d'autres métiers, hein, d'autres vies professionnelles auparavant. Vous êtes candidate soutenue par le Parti communiste et le Front de gauche, c'est important de le rappeler, et vous êtes donc un nouveau visage dans ce paysage politique local. Mais vous avez un suppléant qui a, comme on dit, de la bouteille, et un coach qui va effectivement, en l'occurrence, et en la personne de Pierre Barodon, faire campagne. C'était un choix personnel. Comment ça s'est fait pour vous, le choix de Clarisse Pereira? Eh bien, ils sont venus me contacter, en fait, pour me proposer cette belle aventure. Hein, donc, parce que leur programme, en fait, correspond aussi à des valeurs que je défends. Donc, ça me convenait tout à fait. Donc, pour moi, c'est une nouvelle expérience. Et puis... défendre les citoyens, et quand on voit toute la misère qu'il y a en ce moment, je me suis lancée dans l'aventure. La question peut paraître simple. Pourquoi ne partez-vous pas sous l'étiquette de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? On est en train de faire le bilan de cette élection présidentielle. On a vu le score qu'il a eu au premier tour, 7 millions de voix au premier tour. Vous pensez que l'électeur de gauche, en tous les cas d'une certaine gauche, peut encore comprendre ces divisions? Non. Enfin, ils ont beaucoup de mal, hein, c'est sûr. Vous-même, qui effectivement débarquez dans le paysage politique, comment vous l'analysez? Vous ne dites pas pourquoi on ne se réunit pas, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes programmes, on pense la même chose, et finalement on part divisé. Il faudrait se rassembler. On essaye tout le temps, hein, jusqu'au 19, on essaye justement de rassembler tout le monde sous le même programme, ça serait bien. Parce que vous allez vous croiser sur le terrain, ça va être bizarre, non? Oui, c'est sûr. Alors, il ne faut pas qu'ils oublient que sur les 7 millions de votants pour M. Mélenchon, hein, c'est pas tous... Il y avait des partis communistes, il y avait d'autres personnes. Hein, il y avait des personnes de Benoît Hamon, donc voilà. Ce que Jean-Luc Mélenchon a peut-être tendance à oublier, peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce ne sont pas des votes qui lui appartiennent. C'était des votes d'espoir pour du renouveau. C'est ce que les gens ont voulu montrer aussi. Donc après, je crois qu'il faut l'analyser, et puis ça serait bien qu'on se rassemble, oui, honnêtement. Bon, ouais, le message est passé. Anne-Florence Bourra, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate Les Républicains UDI, centre, actuelle conseillère départementale déléguée de la Vienne, hein, donc au conseil départemental de la Vienne, adjointe au maire de Châtellerault, vice-présidente de l'Agglo de Châtellerault. Vous n'étiez pas candidate naturelle pour cette élection législative, puisque ça devait être la conseillère régionale UDI Véronique Ablin. C'est facile de reprendre un tel flambeau? Oui, c'est pour moi une continuité. Je suis aux côtés de M. Ablin depuis 2008. Je travaille sur ce territoire depuis un petit moment maintenant. Je pense que c'est une décision que j'ai prise et que j'ai mûrement réfléchie, malgré tout. Et c'est un vrai challenge parce que j'ai des choses à apporter. Je pense que les Français ont montré qu'ils voulaient du renouvellement dans la vie politique, un renouvellement au niveau des visages, au niveau des idées. De la manière aussi de faire politique. Au niveau des pratiques.
Et moi, je m'inscris, ma candidature, en tout cas, s'inscrit dans ce renouveau. Je pense que les Français ont besoin de renouer une certaine confiance avec leurs élus, et c'est ce que je veux proposer. Moi, je suis issue de la société civile, hein, je suis médecin. Vous êtes médecin. Voilà. Je travaille, j'ai 4 enfants, donc je continuerai à travailler dans ce sens. Et j'ai des sujets à porter, en effet, parce que maintenant, je pense, à l'écoute des personnes que je côtoie dans mon travail et dans mes activités politiques. Et je pense aujourd'hui que j'ai quelques priorités qui se sont dégagées et que j'aimerais soutenir et en tout cas porter au niveau de l'Assemblée. J'ai une question à vous poser tous les deux. Quand je vous ai présenté plusieurs mandats, conseiller régional, conseiller municipal, vous êtes conseillère départementale, conseillère municipale, vice-présidente. En cas, si vous gagnez en 2017, en juin prochain, vous serez obligé de lâcher le mandat. Quel mandat ? Anne-Florence Bourra. Je me mettrai en accord avec la loi. Hein. La loi change là au mois de mars. Donc elle est très claire. On a le droit à un mandat parlementaire et puis un mandat local. Quand il sera l'heure, je vous le ferai savoir. Monsieur Verdun ? C'est idem, c'est la même réponse. C'est-à-dire que je me rapprochais de la loi de telle façon à respecter la loi. Parce que quand on veut être élu parlementaire, je pense que dans la moindre des choses, c'est de respecter la loi et évidemment d'aller vers la loi. Et donc, pour être complet, puisque tout le monde ne peut pas être présent durant cette émission, je précise qu'il y a d'autres candidats dans cette 4e circonscription. Aurélie Saulnier, donc pour la France Insoumise, et Jacques Sabourin en tant que progressiste social et indépendant. D'autres noms devraient être officialisés donc, dans le courant de la semaine prochaine. Revenons aux enjeux de ce scrutin à l'aune des résultats de la présidentielle. On va reposer le contexte qu'il est important pour vous à connaître. La Vienne a placé Emmanuel Macron en tête au 2e tour de la présidentielle avec 68,77% des suffrages contre 31,23% pour la candidate du Front National. Mais pour autant, ce score masque un certain nombre de réalités qui ont des conséquences politiques pour les législatives. Si Emmanuel Macron est arrivé en tête dans la très grande majorité des 274 communes du département, Marine Le Pen, elle, termine en tête dans 33 communes rurales, dont la plupart sont situées dans le Nord-Vienne. C'est pour ça que vous êtes ici également, avec des scores qui dépassent 63% à Raleigh ou à Sées, par exemple. Et fait marquant, au premier tour de cette élection, la candidate Front National conforte son ancrage entre le Châtelleraudais et le Loudunais avec des scores parfois supérieurs à 40%. C'est dire, justement, si cette élection législative est un enjeu pour les candidats, pour vous, candidats de cette circonscription. Par ailleurs, vous devrez également vous positionner sur des dossiers locaux qui engagent cette 4e circonscription pour les 5 ans à venir. Quelle réponse allez-vous apporter à l'épineux dossier de la desserte LGV à Châtellerault? Quel modèle d'agriculture pour demain avec le projet de ferme géante de Coussay-les-Bois? Quel modèle de santé voulons-nous avec les inquiétudes qui pèsent sur l'avenir de l'hôpital de Loudun? Quel service public pour demain, notamment dans zone rurale? Enfin, la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute A10 à l'heure du TGV est-elle une nécessité économique ou une contradiction écologique? Voici donc les thèmes que nous allons aborder durant cette émission. Premier thème donc, la LGV. La LGV entre Bordeaux et Paris entre en service le 2 juillet prochain. Elle a été entamée en 2012 pour un chantier de 7,8 milliards d'euros. 340 km de ligne, 2h05 entre Bordeaux et Paris à 350 km/h. Sauf qu'aujourd'hui, 6 trains sont prévus au départ de Châtellerault pour Paris, 5 dans le sens Paris-Châtellerault, et puis plus de trains directs entre Châtellerault et Bordeaux, donc capitale régionale. Et pourtant, l'agglomération, vous êtes bien placé pour le savoir, Anne-Florence Bourra, l'agglomération de Châtellerault a mis 4 millions d'euros. Première question pour vous, Véronique Massonneau. Au vu de cette présentation, la députée que vous êtes peut-elle se satisfaire d'une France qui se résumerait d'une relation entre Paris et ses métropoles? Mais je ne suis pas d'accord. Il y a 5 ans, je vous le disais en préalable, j'étais déjà ici en débat avec vous et Jean-Pierre Ablin. Nous discutions déjà du projet de la LGV sur notre territoire. Et Jean-Pierre Ablin avait eu la confirmation que la fréquence et les horaires sur la ligne existante seraient maintenus. Et j'avais émis quelques doutes. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait été balayé gentiment d'un revers de main, mais j'avais quand même ces doutes à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons une association à Châtellerault, une association formidable, qui travaille d'ailleurs en lien avec la collectivité, qui s'appelle Châtellerault, Mon Avenir, Ma Gare, et qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui m'a aussi demandé de temps en temps d'aller
porté la parole auprès des ministres. Vous avez d'ailleurs manifesté il y a avec quelques beaucoup semaines. d'élus. J'ai posé une question à M. Vidalis. J'ai transmis des courriers auprès Ancien des ministre, ministres. secrétaire d'État au transport. Et malheureusement, nous avons toujours eu, en tout cas, des réponses, on va dire, un peu langue de bois. Je pense que cette LGV va exister maintenant, ça y est. Hein, 100%. Elle sera inaugurée le 2 juillet. Sans parler de l'artificialisation des sols, vous savez que je suis écologiste et il y a d'autres projets dont on va parler qui m'inquiètent un peu. Cette ligne LGV va empêcher, en fait, pour les citoyens de Châtellerault et de ses environs de pouvoir aller travailler à Paris ou à Bordeaux, ce qui est encore plus compliqué aujourd'hui avec cette grande région. Il faut au moins la même fréquence qu'avant, mais avec des horaires précis. Et aujourd'hui, les horaires ne nous conviennent pas. Le compte n'y est pas aujourd'hui. Bon, admettons, mais les horaires, il faut que les trains partent avant 8 h, enfin qu'on arrive à Paris à 8 h, et qu'à Châtellerault, la même chose. Et c'est pas le parce cas que nos chefs d'entreprise sont venus s'installer à Châtellerault, parce qu'aussi il y avait une gare LGV, et puis tous les usagers de cette ligne. Et après, excusez-moi, il faudra développer tous les TER qui permettent d'aller à Poitiers pour aller à Bordeaux. Ça va être l'objet de ce ensuite. thème, le thème de ce débat, puisque aborder à la fois la LGV, mais je voudrais entendre Anne-Florence Bourrat, puisque à l'aglo, vous avez mis 4 millions d'euros sur la table. Visiblement, les élus que vous êtes n'ont pas été entendus, justement. Non, alors moi, les élus locaux, ils font leur travail, ils se sont associés. Hein. Monsieur Claes, Monsieur Belin, Monsieur Ablin ont porté ce dossier au niveau de l'État. Vous avez rencontré Jean Auroux, qui était le médiateur. Exactement. Je m'étonne que l'Assemblée n'ait pas pu, elle, avoir un peu plus de poids pour défendre ce dossier. En tout état de cause, c'est un dossier qui est structurant pour le territoire. Et là, aujourd'hui, c'est pire qu'avant pour nous. Donc, très clairement, c'est un gros dossier qu'il faut continuer à porter et que je continuerai à porter, ça c'est évident. Clarisse Pereira, est-ce que les élus locaux ne sont pas réveillés un peu tard pour défendre d'une seule voix, justement, la question des dessertes, selon vous? Vous, observatrice, Oui. avant de vous engager dans cette bataille politique. Cette bataille, je pense qu'ils ont alerté. Après, ils ont peut-être pas... je veux dire, les moyens en face sont peut-être aussi conséquents. Donc, Mais parler d'une seule voix, c'est important ça, pour défendre un projet, quelle que soit son étiquette politique. On l'a vu, les élus bretons font ça très bien d'ailleurs. Oui, c'est... voilà, ils sont... Mais c'est vrai que les horaires ne sont pas adaptés par rapport à ce qui était prévu. Hein. Donc c'est aussi, pour les gens, c'est aussi une petite trahison, hein, honnêtement. On leur promet des choses et en fin de compte, ça passe sous le halas. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'il faut que les gens continuent de se battre. D'ailleurs, le 20 mai, il y a une manifestation à la gare, si je me rappelle bien. À 16h, voilà. Bon, c'est noté. Organisé par l'association. Alain Verdun, vous êtes élu régional, quand je vous ai présenté. Justement, vous, élu régional Nouvelle-Aquitaine, quand on pose la question au président socialiste, Alain Rousset, président de la nouvelle région, il dit sur la manière dont le territoire, et pas uniquement Bordeaux, pourrait profiter de la LGV. Il dit qu'il faut ajuster les horaires des TER sur ceux de la LGV, en imposant bien sûr des pénalités pour la SNCF, pour les retards qu'il reconnaît, sauf qu'il dit qu'il y a un problème pour Limoges et Châtellerault. Sa réponse vous satisfait ? Alors, non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que les retards des TER, hein, si on peut dire de la SNCF, en 2016, c'était de 87,2%. L'objectif de Alain Rousset, c'est de mettre à 91%, c'est-à-dire que presque des retards négatifs, de telle façon que les citoyens retrouvent un petit peu leur... Pour les téléspectateurs, je rappelle que vous siégez à la commission transport. Absolument, je suis à la commission transport, c'est pour ça que ce dossier m'intéresse, et d'autant plus que quand on parle de transport, on parle de la mobilité. Et tout à l'heure, j'écoutais une de mes concurrentes, enfin, mes opposantes, voilà, Madame Massonneau, qui disait à juste raison que quand on a un projet tel que le projet de la LGV qui coûte des milliards, je pense qu'en période de crise, d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu attendre. Ça, c'est la première chose. Et puis qu'en plus, ce qu'on appelle évidemment la déforestation un petit peu, abîmer la nature telle que ça a été fait. Donc ça a été un scandale aussi bien écologique, je me permets de le dire. Là, c'est fait. Et là, mais on voit bien que dans l'histoire, dans la problématique, on se retourne vers les régions pour, entre guillemets, pallier à cette problématique des dessertes. Alors, ce qui est important... Est-ce que c'est normal? Est-ce que les régions doivent subvenir à la défaillance de l'État? Pas du tout. Là, par contre, je vous rejoins, parce que l'État, dans des domaines qui sont spécifiques
c'est-à-dire des symboles un peu qui sont spécifiques, les transports, la santé, tout ça, je pense que l'État doit intervenir et doit avoir ce qu'on appelle la mainmise un petit peu sur ce qu'on appelle des dessertes de services, de telle façon à servir nos concitoyens. Précisément, on évoquait, vous l'aviez abordé à l'instant, cette fameuse desserte, parce que personne n'a vu effectivement un autre aspect qui était peu médiatisé, ce sont le plan des dessertes TGV TER. Il y a eu une réunion cette semaine, justement, sur la ligne Tours-Poitiers-Angoulême. On voit bien que cette desserte TGV TER, elle se dégrade. On annonce moins de dessertes locales. Est-ce que c'est acceptable, Véronique Massonneau? Non, bien sûr que non. Et puis là, du coup, c'est du ressort des régions. Ce sont les régions qui financent les transports régionaux. Mais c'est pour revenir pour une petite réflexion de Madame Bourra sur le fait que le Parlement n'a pas su réagir et imposer, en tout cas, que les fréquences et les horaires correspondent. Mais c'est une concession. Ça a été vendu à une concession. Et aujourd'hui, ce sont bien les régions et les collectivités qui ont payé. D'ailleurs, Châtellerault et la communauté d'agglomération avaient au départ n'avaient pas payé, avaient refusé de payer jusqu'à ce qu'un certain nombre de confirmations puissent être validées. Donc aujourd'hui, évidemment, l'État a une responsabilité dans les transports, mais il y a aussi le fait que c'est devenu une concession et que ça a été fait bien avant que je sois élue. Et donc, sur le développement des TER, je suis d'accord avec vous, il faut vraiment d'abord la réflexion de cette ligne et en plus des fréquences sur les lignes qui sont très utilisées, dont celle de Châtellerault. C'était dans le journal ce matin. Et justement, Anne-Florence Bourran, est-ce qu'on peut imaginer que Châtellerault soit voué à devenir une gare régionale, uniquement desservie par des TER? C'est pour moi inenvisageable. On était dans ce que dit d'ailleurs la SNCF, dans les privilégiés qui sont à 1h30 de Paris, à moins d'1h30 de Paris. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a moins de trains pour nous. Ils sont plus longs, alors qu'on avait dit que ça serait une longueur augmentée uniquement pendant la période des travaux. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise, très clairement, ce qu'ils font, et même nous, quand on a monté à Paris, c'est on prend la voiture, on va jusqu'à Tours ou à Poitiers, en fonction des horaires de nos réunions, et puis on laisse la voiture, on prend le train pour pouvoir revenir. Très clairement, aujourd'hui, le service s'est dégradé. Très clairement, sur le milieu économique et sur les entreprises, c'est une vraie perte de chance pour notre territoire. Et pour moi, c'est insupportable. Il faut vraiment qu'on continue à se battre pour ça. On va avancer toujours à propos des projets structurants. On va avancer, l'émission court, à propos de la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute A10. Justement, l'autoroute A10 entre Poitiers et Tours pourrait passer en 2 fois 3 voies d'ici plusieurs années. On n'en est pas encore, même pas au début de l'enquête d'utilité publique. C'est une portion de 93 km. C'est un chantier là également d'1 milliard d'euros, entièrement, puisque vous parliez d'opérateurs privés, entièrement financé par Vinci, déjà concessionnaire de cette autoroute. Clarisse Pereira, pour vous, il faut le faire ce projet ou pas? Mise à 2 fois 3 voies. Vous êtes parlementaire en juin prochain, ce dossier arrive, est-ce que vous seriez favorable ou pas? Non. Non, parce que c'est contraire, enfin, je veux dire, par rapport à l'urgence climatique de ce qui a été décidé. Je veux dire, on va mettre plus de camions sur les routes. Donc au niveau de la pollution, c'est pas top. Donc non. En tous les cas, pour ce projet, c'est non. Alain Verdun, sur un projet, la mise à 2 fois 3 voies, ce serait oui ou non, favorable ou pas favorable? Non, moi je suis totalement défavorable de ce projet. Si j'étais parlementaire, d'abord je me battrais et j'apporterais les raisons de mon combat. C'est quoi l'alternative alors? L'alternative, c'est d'améliorer la Nationale 10. Depuis des années, depuis 20 ans, on n'a rien fait vis-à-vis de la Nationale 10, sauf quelques tronçons particuliers. Donc là, qu'est-ce que l'on va faire? On va encore faire un découpage de la nature. Et qui va profiter à qui? Ça va profiter ni plus ni moins à ces groupes de Vinci, de Eiffage et la société espagnole Averti, qui ont fait des bénéfices exponentiels lorsque Dominique de Villepin, par la privatisation, les a donnés à ces groupes, à Vinci. Donc d'ailleurs, il l'a regretté plus tard. Donc ce qui veut dire par là, c'est que tous ces milliards, évidemment, que nous avons perdu, parce qu'en fait, nous avons perdu un symbole, c'était nos autoroutes. Et à court terme, quand je dis court terme, c'est 7 ans, 8 ans, on aurait fait des bénéfices. Et on voit bien qu'à chaque augmentation de péage, la problématique justement du public-privé ressurgit d'ailleurs. Que les augmentations de prix qui ont été faites, ça a été d'abord 30% dans l'espace de 3 ou 4 ans. Et vous savez, les dirigeants parfois, ils ont la bonne manière, c'est de passer des augmentations juste avant le départ des vacances. Comme ça, au moins, ça passe mieux la pilule. Et là, voilà. Et alors, ça, c'est je voudrais vous entendre, Anne-Florence Bourra. Pour le Châtelleraudais, économiquement, ce serait bénéfique.
écologiquement moins bon, mais vous y seriez favorable à cet élargissement? Alors, moi, je pense que mettre toujours en opposition l'économie et l'écologie, c'est quelque chose qui est oui, mais c'est une réalité. Plus à l'ordre du jour. Non, parce que je pense qu'il y a quand même une petite prise de conscience, malgré tout. Je trouve qu'on a quand même un peu évolué sur la prise de conscience de l'écologie dans les projets. Sur ce projet-là. Sur ce projet-là, malheureusement, comme vous disiez, ce sont les entreprises, les grosses entreprises qui, elles, prennent leurs décisions. Moi, je trouve que des projets structurants sur le territoire, c'est important. Il faut absolument que Châtellerault reste dans une fluidité de mobilité. Et surtout, je rejoindrai certains propos, la mobilité à l'intérieur de la circonscription et du département, c'est fondamental. Parce que dans les priorités que j'ai, on pourra y revenir, hein, la ruralité, l'avenir de la ruralité, l'accès à la santé et puis le combat pour l'emploi, forcément, si on ne peut pas bouger, si on n'a pas de mobilité, on ne peut pas avancer. Alors, autre thème, et c'est Véronique Massonneau qui... J'aimais bien le thème de l'autoroute, je suis quand même une députée. Est-ce que vous allez répondre, vous allez commencer par répondre sur l'hôpital de Loudun. Alors, sur l'autoroute, juste un mot, Véronique Massonneau. J'ai reçu des mandataires de la concession Vinci et j'ai pu discuter avec eux. Aujourd'hui, il y a 30 000 véhicules jour sur cette autoroute. Oui. Or, 2 fois 3 voies... Dont 20% sont des poids lourds. Oui, 1 sur 5. 1 sur 5. 1 sur 5. Ouais, 20%, vous avez raison, je calcule mal. Et donc aujourd'hui, nous sommes 82 000. Et pour mettre 2 fois 3 voies, il faut 35 000 véhicules. Donc d'abord, ça n'est pas une urgence aujourd'hui. En plus, ils me disent que l'emprise a été calculée suffisamment large pour ne pas encore empiéter, artificialiser les sols. Il y a énormément d'ouvrages d'art qui doivent être démolis, etc. Et notamment sur la Boivre. Voilà. Et je pense surtout que comme ce sont des camions, en fait, qui, on va dire, encombrent les autoroutes, eh bien, je sais que c'est l'Arlésienne, mais moi, je continue à penser que le ferroutage est une très bonne solution. Et comme il y a des créneaux qui ont été libérés par cette voie LGV, mais profitons-en. Essayons, pas tous, mais de mettre au moins quelques camions sur les trains. Et puis, je pense que pour notre territoire, c'est pas l'autoroute qui va desservir nos territoires ruraux. Les sorties d'autoroute, on les voit bien, elles sortent pas dans le Nord-Vienne. On voit bien que la nationale 10, pour le coup. L'exemple parfait, quand on a placé l'autoroute, ce qu'est devenu, qu'ont devenu les villages, les cafés, les commerces, sur le long de la nationale 10. Le contrat-plan État-région aurait dû... Je voudrais qu'on avance. On va avancer sur l'hôpital de Loudun, qui est aussi une problématique, un dossier qui suscite beaucoup d'inquiétudes. L'hôpital de Loudun, qui devrait être l'un des dossiers prioritaires du nouveau député. Justement, Véronique Massonneau, j'ai dit que c'était vous qui commenciez pour parler de ce dossier. Marisol Touraine vous a répondu par un courrier en date du 4 mai 2017. Elle s'engage, mais elle s'engage. Elle est plus ministre de la Santé, où elle dit à maintenir le SMUR de Loudun 24 heures sur 24 en attendant le plan d'action élaboré par la direction et l'hôpital de Loudun et l'Agence régionale de santé. Je vous pose la question toute simple. Vous êtes d'accord pour dire que s'il n'y a plus de SMUR à Loudun, il n'y a plus d'hôpital à Loudun? En tout cas, ça va commencer par la suppression des urgences et ensuite, on va démonter un certain nombre de services. Ça a déjà été fait. Mais bon, elle m'a répondu. Je trouve que c'est déjà bien, même si c'est un peu tard, elle m'a répondu. Voilà. Non, mais bon. Vous avez dit que ça devrait être un des sujets importants du futur mandat. Ça l'est déjà, depuis quelques mois, avec beaucoup d'élus d'ailleurs. Oui, mais là, il faut trouver des solutions. Oui, mais j'ai discuté très longuement, plusieurs fois, avec M. Laforcade, qui est le directeur de l'ARS. Nous avons organisé des réunions, notamment une réunion à Loudun avec le maire de Loudun et tous les acteurs concernés par ces difficultés sur l'hôpital de Loudun. Moi, je voudrais absolument qu'on maintienne le SMUR jour et nuit, parce que vous l'avez dit, ça va démonter évidemment petit à petit l'attractivité de cet hôpital. Et en plus, on entend de ci, de là que ce serait peut-être, pourquoi pas, dans une réorganisation territoriale, le SMUR de Thouars. Mais on sait bien que Thouars est bien sûr amené à fermer, puisque maintenant l'hôpital va être décentré à Faye-la-Baisse, voilà, j'ai du mal à prononcer. Il y a les deux camps. Et donc, évidemment, nous nous battons, et là, je peux vous dire, c'est un sujet transversal. Alors, justement... Nous nous battons pour que, justement, l'accès aux soins soit maintenu, que même un habitant de Loudun et de sa périphérie puisse avoir accès aux SMUR, aux urgences et aux services aujourd'hui qui sont disponibles à l'hôpital. Anne-Florent, un dernier mot, parce que j'ai organisé des tables rondes avec les représentants des syndicats et le CNI notamment, et je peux vous dire aujourd'hui le désespoir des personnels soignants. Là aussi, il va falloir qu'on en tienne compte et qu'on augmente encore le nombre de personnes qui travaillent. Vous parlez du SMUR de Thouars, mais Anne-Florence Bourra, moi j'ai noté que depuis le 13 février, ça c'est le plan du directeur, les 240 sorties du SMUR de Loudun sont pris en charge par les SMUR de Châtellerault, de Poitiers, de Chinon et de Thouars. Est-ce que vous validez ce plan d'action là dans l'urgence? Oula,
Médecin en plus. Oui, alors je pense que pour parler en santé, en effet, c'est un sujet qui est assez simple pour moi puisqu'il est au cœur de mes préoccupations et de mon activité aujourd'hui. La problématique de Loudun, c'est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en France sur la santé. L'enjeu aujourd'hui pour la santé, pour tout un chacun, c'est pouvoir continuer à accéder à des soins de qualité proche de chez lui et qu'on puisse être aussi bien soigné quand on habite à Loudun. Quand vous dites proche, dans votre bouche, c'est quoi? Proche, que ça soit... Oui, proche. On parle d'un quart d'heure, 30 minutes. On ne va pas mettre un timing comme celui-là. Et pourtant, un quart d'heure, ça me semble être une distance qui est... En tous les cas, ne pas avoir d'hôpital à Loudun et imaginer les gens aller se faire soigner à Châtellerault, c'est pas possible. D'accord. C'est bien le problème, c'est que l'hôpital de Loudun, pour moi, est le symbole de ce qui se passe dans la ruralité aujourd'hui. On a un système de santé qui est à complètement réformer. Il a été bien juste après la guerre parce qu'on avait des pathologies qui étaient faciles à soigner, rapides. Aujourd'hui, on est sur des pathologies qui sont plus longues et on a aujourd'hui un système d'organisation de santé et puis un système qui a été développé par Mme Touraine qui fait qu'on n'arrive plus à prendre en charge des citoyens qui sont dans des milieux ruraux, qui sont éloignés des grands centres. Donc pour moi, c'est insupportable, ça. Alors, quand on fait le constat, je suis d'accord, mais sauf que là, il y a une urgence. Oui, le directeur, effectivement, a un plan comme ça, effectivement, des 240 sorties assurées par les SMUR environnants. Oui. Il y a un déficit de 6 millions pour l'exercice 2015-2016. Il y a des départs de médecins à la retraite. Tout à fait. Oui, une situation. Donc, il faut pratiquement pallier dans l'urgence aujourd'hui. L'hôpital de Loudun, comment on fait pour l'exercice 2017-2018? Bien sûr que c'est dans l'urgence. Et pour l'exercice 2017-2018, il y a eu des propositions qui ont été faites. Que vous validez? Qui ont été soumises au Conseil de surveillance récemment, qui pour le moment n'ont pas été validées par l'ARS. C'est-à-dire que le Conseil de surveillance, lui, s'est prononcé et l'ARS n'a pas encore donné son positionnement. J'ai juste noté que l'actuel directeur de Loudun part à la retraite, non? Tout à fait. Il est remplacé. C'est Châtellerault-Loudun, oui, c'est le groupe hospitalier Norvienne. Oui, on connaît déjà le nom du successeur. Clarisse Verdun, sur ces questions de santé, justement. Clarisse Pereira, pardonnez-moi. Lapsus. Oui. Quelle est votre position sur ces questions de santé, de proximité? Alors, il est primordial que le SMUR reste. C'est important, c'est indispensable pour la population de Loudun. Et ce qui est dommage, au jour d'aujourd'hui, on voit que tout ce qui est médecine, santé, c'est devenu rentabilité. Un hôpital, ça n'a pas de notion à être rentable. Hein. Ça crée de la richesse. Donc, il y a des... Pour vous, c'est des situations politiques, c'est un secteur régalien. Ouais. C'est à l'État d'organiser et non pas de distribuer ça au secteur privé, par exemple. C'est un débat, une problématique que vous allez effectivement défendre sur le terrain. Ah ben bien sûr. Oui. D'ailleurs, je suis contente que la mobilisation du 14 février a permis, avec l'ensemble des personnels hospitaliers, des élus et des citoyens, et puis du comité de défense de l'hôpital Châtellerault-Loudun, de maintenir ce SMUR jusqu'à présent. Justement, puisqu'on parlait d'aménagement du territoire, de ruralité, Alain Verdun, justement, c'est toute la question. On évoquait le maillage, l'avenir de notre modèle de santé. C'est justement l'occasion de nous interroger sur l'avenir de la ruralité, des services publics. En introduction, j'ai donné les scores de Marine Le Pen, justement, dans les communes rurales. Vous êtes favorable, par exemple, à la fusion des communes à marche forcée, à la baisse des dotations de l'État, à cette... crise des agriculteurs. Qu'est-ce que vous dites justement quand vous avez fait campagne et accompagné Marine Le Pen à l'Encloître, par exemple? Qu'est-ce que vous dites? Si je pourrais me permettre de répondre un petit peu par rapport à l'hôpital de Loudun. Si vous me permettez. Je pense qu'il faut quand même se poser la question. Pourquoi on en est arrivé là? Je crois qu'il y a des politiques qui ont été engagées depuis 20 ans ou 30 ans et que l'Europe nous conduit dans une impasse. C'est la faute de l'Europe? Non. Non. En partie, c'est ceux, les partis politiques qui suivent. Mais la situation la problématique de santé, c'est pas une problématique de l'Europe. Honnêtement, non. Je pense qu'il y a une volonté de concentration des services, des régions et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, c'est une volonté nationale, ça, non? Non, c'est une volonté européenne. Et donc, il ne faut pas s'étonner si qu'à un moment donné, on éloigne les services, qu'on concentre les services et que le citoyen se retrouve évidemment dans une impasse, c'est ce qu'on appelle l'espace vide. Est-ce que vous avez l'impression que les candidats, lors de cette présidentielle, et on les voit à chaque fois, ont pris la mesure du désarroi de nos territoires
Verdun. Je ne sais pas si les candidats, ils ont pris. Moi, je sais que j'ai pris conscience, et notre parti politique, nous avons pris conscience sur le terrain du désarroi de nos concitoyens, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça se voit dans les urnes. Il est vrai, mais je pense que ce sont les citoyens eux-mêmes qui se sentent un petit peu abandonnés. Et nous le voyons par rapport évidemment à ce sujet sur l'hôpital de Loudun, quand on voit que pour aller soigner, admettons s'il n'y a plus de SMUR à Loudun, parce que c'est un peu un exemple type, hein, eh bien il faut attendre que ce soit Chinon, Poitiers, ou alors on va peut-être... C'est la problématique des maternités, hein, on l'a vu avec on va peut-être un certain nombre de maternités dans la région qui ont fermé. On va peut-être faire intervenir des hélicoptères, parce que c'est un peu il y a l'objectif de faire venir un hélicoptère 24 heures sur 24, là aussi. Il y en a un à Poitiers, mais ça, l'hélicoptère, je pense que madame, je pense qu'en tant que médecin, vous serez d'accord avec moi, que je pense que l'hélicoptère intervient dans des situations de trauma extrêmement particulières. Oui, c'est pour toute la région. Sur cette question-là, Clarisse Pereira et ensuite Anne-Florence Bourrat, et on passe au thème suivant. Sur cette question-là, justement. Vous êtes là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Vous êtes toutes et tous d'accord sur ces questions de santé, on est d'accord. Qu'on soit de gauche, de droite, quelle que soit son étiquette politique, sur ces questions des territoires, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors comment se fait-il, justement, que sur le plan national, on n'ait pas la même lecture? Ah ben alors là, bonne question. Bon. Mais ils sont pas au contact des gens. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont éloignés de ce qui se passe réellement. Ils sont déconnectés. Anne-Florence Bourrat, sur ces questions-là, justement, de santé. Sur les raisons de santé, entre la connexion entre l'État et les territoires, en effet, il y a aujourd'hui une grande divergence entre ce qui se passe au niveau des lois qui sont établies et ce qui est vraiment vécu sur les territoires. En matière de santé, c'est de plus en plus criant, ça s'est accéléré de manière très très rapide. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réforme complète de notre système de santé qui doit être mise en œuvre. Est-ce que vous avez l'impression que dans les programmes des candidats, la ruralité, elle était très très basse dans les... Non. Hein, c'est pas la priorité, on est d'accord. Il n'y a pas eu... Ce sont les oubliés, hein, les gens qui habitent à la campagne, très clairement. Ils ont été oubliés des politiques pendant les dernières années. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de porter leur voix. Véronique Massonneau, la France a connu une désindustrialisation, justement, peut-être bien elle ne s'est pas placée pour le savoir, dans le Châtelleraudais, en 20 ans. Le Châtelleraudais en a payé un lourd tribut. Qu'est-ce qui peut garantir aujourd'hui que la ruralité ne va pas subir le même sort ? Je voudrais d'abord répondre parce que j'ai travaillé 5 ans à la Commission des Affaires sociales et entendre dire que les lois que nous avons votées, en tout cas dans ce domaine, notamment sur la santé, sont mal adaptées ou iniques. Je suis désolée. La loi HPST, elle a été votée d'abord par la droite. Nous avons eu une situation très difficile à gérer quand on a repris les rênes. Il y avait un déficit HPST. énorme. Oui, la loi hôpital, santé, important, territoire. Le Nous avons donc aussi nous avons eu un déficit énorme. Il y avait un déficit sur ces comptes sociaux très important, en tout cas sur la santé, sur plusieurs caisses. Nous avons travaillé pour que justement les territoires ruraux soient couverts au niveau des soins par les maisons de santé. Ça ne marche pas toujours, mais c'est déjà une bonne solution. On demande avec beaucoup des équipes oui, mais on demande beaucoup aux professionnelles. collectivités locales de participer à ce genre de... Est-ce qu'il ne faut pas, moi je vous pose la question tout simple, Non, mais attendez, on est je termine. capable... Il y avait aussi... Oui. Pardon. Non, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Non, mais c'est qu'on a mis en Comment place se fait-il énormément qu'on de est choses capable et de qu'on mettre en des retient milliards sur la dans la politique loi de la santé, ville le tiers et qu'on n'arrive pas à payant. faire un plan Marshall pour la ruralité? Eh bien, si, moi j'aimerais bien. Vous savez ce que j'aimerais, moi, si je suis réélue le 18 juin. C'est ce qu'on attend. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on attend? J'aimerais créer une agence de la revitalisation rurale. On en entend parler partout, mais sur le même modèle que Borloo avait fait la loi sur la revitalisation urbaine. Oui. Je voudrais que ça existe et qu'il y ait un fonds dédié déjà pour les logements. Alors il y a des logements un peu forts dans quel état ils sont. Il y a une précarité énergétique, il y a l'isolation, etc. Ça créerait de l'emploi pour soutenir les commerces de proximité, les petits commerces, et arrêter d'installer des grandes surfaces aux abords même des toutes petites communes, parce qu'après le maire s'étonne que les centres-villes sont désertifiés. De maintenir justement les soins avec des maisons pluridisciplinaires, avec l'aide de l'ARS pour dégager les médecins qui proposent. Ceux qui le font, ils le font merveilleusement bien. Ils ont compris que c'était la solution. Également en desserrant les numerus clausus dans les zones sous-dotées. Bon sang, on aurait dû le faire depuis très longtemps. Et là-dessus, je regrette qu'on ne l'ait pas fait avant. Parce qu'évidemment, quand on dessert un numerus clausus, il faut le temps des études. Et on sait que les médecins restent dans les régions où ils ont fait leurs études, etc., etc. À la coercition, moi, j'y crois pas. Parce qu'ils partiront dès qu'ils n'auront plus l'obligation de rester sur le territoire. Donc tout ça, moi, je veux le mettre en
place. Vous savez, je suis une députée de proximité, et ça, tout le monde le reconnaît. Et je peux vous dire que les permanences que j'ai organisées sur l'Oudin et dans les communes du Nord-Vienne, les gens viennent me voir pour des problèmes très concrets, des choses très, sans doute faciles à... C'est effectivement l'objet de cette émission, c'est ce dont on est en train de parler, des problématiques très concrètes. Et donc, je pense qu'il faut quand même des fonds pour cette revitalisation. Et oui, ensuite... oui, mais c'est ce qu'on se dit depuis le début de l'émission. Ça n'a pas été la priorité de ce quinquennat et ça n'a pas été la priorité du précédent quinquennat. Donc, on a perdu 10 ans, pratiquement. 5 ans, donc, 10 ans. Au dernier thème de cette émission, parce qu'on a effectivement pris notre temps, si je puis dire, pour aborder tous ces thèmes, c'est le dernier thème, puisqu'on parle de ruralité. On va aborder la question donc, du projet de ferme géante à Coussay-les-Bois. C'est un projet qui fait parler beaucoup de... Moi, je dis que c'est une usine. Projet de ferme-usine à Coussay-les-Bois, projet d'accueillir 1200 taurillons. Anne-Florence Bourrat, entre les autorisations préfectorales, les recours des opposants, vous, à titre, vous, élu local, vous y êtes favorable ou pas à ce projet? Le projet de cette ferme à Coussay-les-Bois, ça rapporte... Oui, ça nous fait parler de l'agriculture, excusez-moi. Vous êtes favorable? Je n'ai pas répondu ça du tout. Non, je posais la question, il y avait un point d'interrogation. C'est la thématique de l'agriculture, oui. Dans cette thématique-là, on voit que sur le territoire français, on a plusieurs types de façons d'aborder l'agriculture. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que dans les 5 précédentes années, l'agriculture a été complètement oubliée. Donc c'est un projet particulier, en effet, d'un gros modèle qui peut nous faire réagir. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, l'agriculture est un sujet fondamental. Alors, sur le sujet fondamental, on est d'accord sur ce projet en particulier, oui. Votre réponse? La réponse est toute simple, c'est que on a diverses manières d'entrevoir la façon dans l'agriculture de l'avenir, je dirais. Et certains la proposent de cette manière. C'est pas forcément ce que je préfère, mais en tout état de cause, on a aujourd'hui une proposition qui, même sur le territoire, pour certains agriculteurs, trouve un avantage à pouvoir produire localement et faire bénéficier cette ferme-là. Donc à Demi-Mauche, si je vous entends, vous y êtes plus ou moins. C'est un projet qui est plus un projet d'entreprise qu'un projet agricole pour moi. D'ailleurs, c'est un industriel du photovoltaïque au départ. Les projets privés, ce sont des projets, d'abord, ils ont eu l'agrément de l'État, de la préfecture. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que territoire, on n'a pas forcément d'emprise là-dessus. Après, c'est vrai qu'on a différents modèles. Ça a des conséquences environnementales qui ne sont pas anodines non plus. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et là-dessus, il faut absolument que l'État soit vigilant et en garde permanente pour faire en sorte que ces gros modèles, qui ne sont pas légion sur le territoire français... Il y en a une trentaine de projets en France. Oui, il y en a 28. Voilà, une trentaine actuellement validés. Et dans tous les secteurs de l'alimentaire. Tout à fait. Donc, moi, aujourd'hui, plutôt, ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de nos viticulteurs qui, aujourd'hui, sont vraiment en grande difficulté. 90 exploitations sur la Vienne qui sont au bord du dépôt de bilan. Enfin, c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle. Parce que ce projet-là, c'est un projet, je dirais, important sur le territoire, notamment pour l'écologie que vous défendez. Oui, mais c'est un exemple. Qui permet effectivement d'afficher. Oui, et puis d'entrer dans ce sujet, parce que face à ce sujet-là, c'est les 3500 exploitations de la Vienne qui, elles, ont des choses à dire, qui ont été complètement oubliées et qui aujourd'hui vont très mal. Donc, Clarisse Pereira, on vous a peu entendu sur ces domaines-là. Vous êtes plutôt présent dans le secteur industriel, de l'emploi, dans le secteur de l'agriculture. Un modèle de ferme-usine comme ça, vous êtes ou pas favorable? Ça ne crée pas d'emploi. Donc non, je ne serais pas favorable. Oui, donc la réponse est simple. Si ça ne se crée pas d'emploi, pour vous, ce n'est pas un bon projet. Honnêtement, il vaut mieux promouvoir de l'agriculture paysanne avec des circuits courts. Oui. Voilà, c'est plus intéressant. D'accord. Alain Verdun. Alors moi, je voudrais réagir parce que, désolé, mais je ne suis en total désaccord avec vous. On est là pour ça. C'est parce que, enfin pour ça, on peut être en accord sur certains sujets. Mais je pense que la notion animale n'a pas été beaucoup prise en compte. Je crois que la ferme-usine, c'est ce qu'on appelle des fermes abattoirs. C'est des fermes de production, l'argent. Et vous parliez tout à l'heure, évidemment, des agriculteurs, de nos surfaces agricoles. Nous avons des surfaces agricoles qui sont extrêmement riches. Alors, moi, je préfère aller acheter de la viande chez un éleveur
ou chez un boucher, qui prend sa viande chez un éleveur, qui fait paître ses bêtes en pleine nature, avec une qualité d'alimentation, et avoir une qualité de viande. Tandis que là, écoutez, moi je ne vois pas comment on peut accepter ça, ces fermes-usines, d'autant plus sur le plan écologique et environnemental, c'est extrêmement, c'est pas sérieux. Car mettre une ferme-usine, d'ailleurs, lorsqu'il y avait eu une manifestation, Madame Massonneau, j'y étais en tant que conseiller régional il y a quelques mois, donc j'y étais. Donc il y a eu, là, il est vrai, implanter une ferme-usine au-dessus d'une nappe phréatique, c'est pas sérieux. Même l'État devrait quand même ne pas accepter ça. Alors justement, Véronique, ce sera vous sur cette thématique-là, parce qu'on l'heure tourne. Le projet, il se fait, malgré les contestations et les recours. Voilà. Il aura lieu, il va fonctionner, et quelle sera votre position par rapport à un projet comme celui-ci qui va entrer en service? Moi, je suis viscéralement contre ce type de projet pour plusieurs raisons. Et qui a été appuyé par les gouvernements de gauche de François Hollande. J'ai posé une question à M. Le Foll et sa réponse ne m'a pas convenu du tout. J'ai posé une question au gouvernement pour montrer évidemment que je m'intéressais à ce sujet et que je voulais une réponse précise du gouvernement. Surtout quand M. Le Foll a développé, notamment dans la loi d'avenir agricole, l'agroécologie. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce projet, il est inutile. Je veux absolument parler. Ce projet, comme les 30 autres projets sur le territoire français ou pas? Mais il est sur notre Donc territoire. Ce gouvernement vous a trahi sur ces questions-là ou pas? Non, mais vous vous sentez dupé. Vous vous sentez dupé. Il a été ambigu sur, en tout cas, à la fois voter une loi sur l'agroécologie et en même temps accepter que des fermes-usines voient le jour. Il n'y a aucune législation sur la taille. Je me suis renseignée, il n'y a aucune législation sur la taille de ces usines à bétail. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles je suis contre. D'abord, l'emplacement, vous l'avez dit, c'est sur une zone phréatique. Une nappe phréatique, pardon, qui alimente en eau les 3 communes aux alentours. Tout à fait. Deuxièmement, 1200 taurillons. Cousset-les-Bois, les Igny et Méry. Oui, dans une confinée. On sait très bien qu'ils vont avoir des traitements vétérinaires parce que le confinement fait que les bêtes sont malades beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus de mortalité dans ces élevages. Les agriculteurs aux alentours qui ont des élevages, ils vont évidemment pâtir du prix de cette viande, qui est d'ailleurs destinée à l'exportation. Donc nous n'avons que les désagréments de cette usine, même pas admettons qu'il y a un avantage, nous ne les avons pas. Alors au niveau environnement, mais alors là, n'en parlons pas. Et en plus, ça a été défendu, et ça, c'est ça qui m'insupporte. Ça a été détourné totalement de son objectif. Ça a été défendu comme un projet de développement durable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a du photovoltaïque sur les toits et une unité de méthanisation pour traiter les boues. Et non pas un agriculteur, mais effectivement un industriel. Et donc ça, nous avons un collectif qui s'appelle Aspect, qui a travaillé très sérieusement sur le sujet depuis très longtemps. Là, nous attendons le rapport de l'hydrogéologue que nous n'avons toujours pas reçu. Nous espérons l'avoir parce que ce n'est pas possible qu'il donne un avis favorable. Et demain, d'ailleurs, nous manifestons là-bas. Eh bien, c'est le mot de la fin et c'est l'information que vous nous donnez à l'issue de cette émission. En tous les cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat, cette discussion concernant cette campagne des législatives. L'heure a tourné. On a fait pratiquement 50 minutes sur la 4e circonscription. Je vous souhaite une belle campagne, en tous les cas, pour vous. Et puis, on se retrouvera pour le 11 juin à l'issue du premier tour de ces élections législatives. Bonne fin d'après-midi. Merci.